tous, merci d'être de nouveau sur une table ronde sur l'IA. Il y en a beaucoup aujourd'hui et celle-ci, j'espère qu'elle va être pertinente vu le nombre d'interlocuteurs que nous avons aujourd'hui et d'invités. Je suis Jérôme Denis, moi je m'occupe plutôt de la réalité virtuelle en général, mais aussi de l'IA. Donc voilà, je suis à la mêlée depuis de nombreuses années et je vais aujourd'hui vous présenter une thématique qui nous tient particulièrement à cœur, nos interlocuteurs et moi-même, c'est peut-on encore se passer de compétences IA en 2025 ? C'est un vaste sujet que nous allons aborder ensemble. Dans un premier temps, je vais demander à mes invités de se présenter, tout simplement, et voilà, de dire qui ils sont et pourquoi ils sont là. Donc, je donne la parole à Cécile. Bonjour, donc Cécile Couder, je suis directrice adjointe de Simplon Grand Sud-Ouest. Donc, en gros, je coordonne les opérations de formation sur les territoires d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine. Simplon, on est un organisme de formation de l'économie sociale et solidaire dont la mission est de rendre la tech accessible à tous et toutes. Donc on s'adresse à des publics qui n'ont pas forcément été ciblés dans leur parcours comme pouvant intégrer les métiers techniques du numérique. Et on s'adresse également aux salariés qui ont besoin de monter en compétences pour pouvoir rester dans leur poste. Voilà, donc on reviendra. Et donc évidemment, l'enjeu de l'IA est majeur pour nous, pour tous les volets et tous les publics à qui on s'adresse. Donc on a bien sûr intégré l'IA les IA génératives dans nos formations. On va avoir l'occasion d'en reparler. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Benjamin Jakubowski, je suis le responsable régional de Inetom, une entreprise du service numérique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une entreprise du service numérique, on accompagne nos clients dans le développement d'applications, dans l'infrastructure, dans la cybersécurité. Et évidemment, le sujet d'aujourd'hui, l'IA, comment intégrer l'IA dans leur stratégie, comment intégrer l'IA dans leurs processus et process métiers, et évidemment au sein de l'ensemble de nos équipes qui opèrent les opérations chez nos clients. Et très heureux, et je remercie la mêlée d'avoir cette thématique IA toute cette semaine. Et je passe la suite à Gabrielle. Bonjour à tous, donc Gabrielle Zimolo, je suis chargée de recrutement et de mobilité interne chez OVH Cloud. Donc OVH Cloud, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un hébergeur de données. Donc notre siège est à Roubaix, dans le nord de la France, mais on a aussi un bureau à Toulouse, entre autres, parce qu'on en a ailleurs en France et à l'étranger aussi. Donc au niveau recrutement, donc nous, on recrute des fonctions tech, bien sûr, mais aussi non-tech. Tout type de profil. On a du jeune diplômé à des seniors beaucoup plus confirmés. Et donc, évidemment, aujourd'hui, les compétences IA dans nos recrutements, l'évolution du coup de nos salariés en interne pour acquérir ces compétences, c'est au cœur de notre quotidien. Donc, merci beaucoup pour l'invitation et la thématique. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Trouillet. Je suis cofondateur d'un cabinet de conseil et de formation en intelligence artificielle qui s'appelle GET. C'est donc notre spécialité, c'est vraiment comment est-ce qu'on intègre déjà stratégiquement, comment est-ce qu'on imagine bien son plan pour intégrer l'IA dans son organisation. Dans un premier temps, du côté stratégie, et on va accompagner jusqu'à la partie technique, où on va pouvoir former les équipes à appréhender ces outils, que ce soit sur l'acculturation ou sur la partie développement. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour tout le monde, donc je suis Arthur Roussel, je suis le DSI chez Seniorial, donc Seniorial, acteur pionnier des résidences seniors. Le siège est à Toulouse, donc on a deux métiers, un métier de construction des résidences et un métier d'exploitation de ces mêmes résidences. Il y a un métier qui va moins bien que l'autre en ce moment, c'est la partie construction. Donc on est en train d'assurer un virage assez important, comme tous les acteurs du marché, pour se recentrer sur l'exploitation et la vie au quotidien de nos résidences. Et donc moi je suis arrivé il y a 18 mois pour accompagner la transformation de l'entreprise. On parle de changement d'outils, on parle d'IA, on parle de changement de métier, on parle également aussi de réduction de personnel. Donc il y a des choses qu'il faut arriver à jongler correctement. Voilà. Merci à tous, merci beaucoup. Nous sommes ici pour témoigner
et vous êtes tous la preuve que vous avez tous eu un contact avec l'IA, de près ou de loin. Elle est intégrée dans vos organisations. Vous êtes parfois confrontés à d'autres organisations pour former. La question qu'on se pose, enfin, que beaucoup d'interlocuteurs se posent, c'est que intégrer l'IA en entreprise, c'est parfois très complexe. Et cette complexité, elle relève de plusieurs compétences. Alors, on distingue les compétences techniques, d'une part, mais aussi des compétences d'usage. Hein, c'est tout ce que ChatGPT nécessite, ce qu'on appelle le prompt. Justement, ma première question, est-ce que le prompt joue un rôle important dans ce contact, dans cet usage, ou bien faut-il intégrer des compétences techniques particulières pour implémenter, voire déployer l'IA dans vos organisations? Alors, je vais vous laisser la parole librement, puisque je pense que vous avez tous quelque chose à dire là-dessus. En introduction, effectivement, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que tu parles de formation et de prompt. Je pense qu'aujourd'hui, si on sonde la salle, est-ce qu'il y a déjà des gens qui n'ont pas utilisé un ChatGPT, un Copilot, le chat ou un Claude? En tout cas, hier, dans l'Assemblée, il y avait beaucoup de mains qui se sont levées. Il y a aussi beaucoup de mains qui se sont levées en disant « Est-ce que vous utilisez l'IA dans le cadre professionnel ?» Et une des questions qui n'a pas été posée et qui est intéressante, c'est « Vous utilisez l'IA dans le cadre professionnel, mais est-ce que votre employeur a mis en place une stratégie IA et une IA pour vos entreprises ?» Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on est en retard en France sur le déploiement de l'IA par rapport à nos voisins européens. Il faut qu'on déploie une stratégie d'IA dans nos entreprises et qui commence par la formation, par la sensibilisation, par le fait qu'on va diffuser des données à travers notre téléphone personnel qu'on a tous et toutes dans notre poche de nos entreprises. Et donc, utilisons plutôt une IA d'entreprise qui a mis en place la charte, les formations et donc, évidemment, le prompt qui va bien pour poser ces questions, interagir avec une intelligence artificielle qui n'est pas forcément plus intelligente que vous et moi. Hein. Elle a juste accès à de la donnée en volumétrie assez conséquente et vous répond très rapidement. Donc le prompt, oui. En même temps, le prompt, c'est un apprentissage. C'est une compétence qu'on va acquérir tout au long de la discussion qu'on peut avoir avec cette intelligence artificielle générative. C'est important de le préciser aussi. Donc voilà, le prompt, oui. Mais en même temps, on va progresser avec l'intelligence artificielle pour discuter, échanger avec son collègue, c'est important aussi de le dire, de savoir, tiens, je vais poser les questions, hein, et d'avoir un environnement dans les entreprises qui vous permette effectivement que votre IA, elle connaisse votre entreprise et elle puisse répondre à des questions peut-être que votre collègue a posées hier sous une autre forme. Je vais rebondir là-dessus. Alors oui, c'est très intéressant, le prompt, et c'est essentiel. Mais pourquoi? Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est comme ça qu'on va dialoguer, c'est comme ça qu'on va utiliser ces outils. J'utilise bien le mot outil. Et ce qui va être intéressant, c'est que c'est une compétence qui est transversale et universelle, qu'on soit du côté des personnes très techniques qui vont devoir s'occuper vraiment d'intégrer des outils internes, des choses complexes, qui, eux, ont des besoins de comprendre ce que c'est concrètement l'IA théorique, théoriquement, comment ça fonctionne, ce qui n'est pas le cas de tous les usagers. Et ça, c'est très important, de définir qui a besoin de quelles compétences et à quel niveau d'intensité. Et on ne va pas attendre les mêmes choses de tous les profils. Et c'est l'une des choses aujourd'hui qui est un peu une erreur. C'est dans beaucoup de formations, la première chose, c'est « OK, c'est quoi l'IA? C'est un LLM. » Et ça y est, c'est parti. On parle technique. Et on perd la moitié des gens qui en ont besoin. Et l'important, c'est de savoir différencier la partie théorique et cibler les bonnes personnes, des personnes qui ont besoin de savoir l'utiliser. Et le prompt engineering, le prompting, chacun l'appelle comme il veut, en réalité, c'est un besoin plus profond, c'est l'art d'exprimer un besoin clairement. À partir de ça, on s'en rend compte aussi, c'est que ça va vous aider déjà, humainement parlant, quand on sait prompter. C'est un retour d'expérience que j'ai eu dans pas mal d'entreprises. Ça déjà aide la collaboration entre les différentes personnes. Donc oui, c'est essentiel de savoir faire du prompt engineering, parce que c'est comme ça qu'on utilise correctement ces outils surpuissants et de la bonne manière.
Cécile. Oui, donc effectivement, je rebondis sur cette question des compétences et de quoi on parle et de qui on forme. Voilà. Donc, nous, chez Simplon, on a donc une formation de développeur en intelligence artificielle. Donc là, effectivement, on parle d'interagir avec une intelligence artificielle, de l'intégrer dans une application, etc. Et donc là, on est sur une montée en compétences spécifique sur un métier spécifique. Et puis, on a toute la dimension, effectivement, de monter en compétence sur un outil, absolument, tout comme on met en place des formations depuis très longtemps sur l'accès aux compétences informatiques de base. Donc maintenant, c'est en train de devenir une compétence informatique de base. Et là, on a, nous, tout un programme qui s'appelle AI Jump, qu'on déploie sous divers formats, justement pour acculturer. Donc, on a des formats de 3 heures, 3 jours, et puis on peut pousser plus longtemps sur 2 mois, justement pour interagir avec une intelligence artificielle générative. Là, on voit qu'on peut s'adresser à des publics très différents, parce qu'effectivement, on peut se dire qu'il y a des personnes issues de profils plus littéraires qui auraient leur place, des profils à qui la tech fait un peu peur, et qui peuvent aussi rejoindre ce monde-là par cet intermédiaire. Je pense évidemment aux femmes, je pense aux personnes qui n'ont pas pu avoir des études longues et pour qui il y a tout un chemin qui se profile, et c'est bien sûr à eux qu'on a envie de s'adresser. Et puis il y a effectivement tous ces gens qui ont peur parce que on va, je pense, en parler, toute cette espèce de terreur de je vais perdre mon emploi ou je ne m'insérerai jamais parce que je ne maîtrise pas les IA génératives. Donc là, on essaye aussi un peu de calmer tout ça et comme je le disais, d'acculturer, d'accompagner. Et comme ça s'est passé donc pour l'outil informatique, comme ça s'est passé pour l'arrivée du web, on monte en compétences, on accompagne. Et du coup, c'est des nouveaux chemins, effectivement. Mais voilà, il y a vraiment les deux niveaux. Le développeur en intelligence artificielle, de data scientist, etc. Et puis, utiliser les IA génératives. Gabrielle ? Oui, alors juste pour compléter, donc, avec un peu la vision entreprise, donc en tout cas ce qui a été fait chez OVH Cloud. Donc effectivement, une des premières choses qui a été faite chez OVH Cloud, c'était déjà de mettre en place une IA d'entreprise, effectivement, pour donner un outil sûr à tous les salariés, présenter cet outil, toutes les fonctionnalités qu'il pouvait nous apporter, et aussi également toute une série de formations en e-learning, donc accessibles à tous les salariés, dont un module spécifique sur la rédaction des prompts. Donc, oui, c'est important de savoir bien rédiger des prompts parce que ça nous permet d'être plus efficace et d'obtenir un résultat plus pertinent. Après, il faut aller au-delà de ça aussi. Nous, aujourd'hui, ce qu'on va rechercher, et notamment chez des fonctions techniques, mais ce qu'on voudrait aussi développer chez toutes les fonctions chez nous, c'est comprendre ce qui se passe en fait quand on demande quelque chose à une IA. Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les équipes chez nous qui travaillent sur l'IA, qui font des projets autour de l'IA, en fait, c'est de l'innovation. Elles vont essayer de créer des nouveaux produits, des nouveaux services qui vont utiliser l'IA. Et ça, c'est un usage pour lequel l'IA n'a pas été pensée à la base. Donc, il faut savoir comment ça marche pour arriver à challenger l'IA. Et en fait, c'est vraiment ça l'objectif aujourd'hui, c'est de challenger l'IA, d'aller au-delà de ce qu'elle sait faire aujourd'hui. Merci Gabriel. Arthur ? Oui. Ben, moi, je peux vous faire un petit retour d'expérience. Effectivement, quand je suis arrivé chez Seigneurial, mon PDG m'a dit, vas-y, mets de l'IA partout, il faut, parce qu'il passe beaucoup de temps à faire ça, à faire des reportings, il faut 3 jours pour les faire, etc. Et je lui ai dit, on va déjà mettre un petit peu d'intelligence avant de mettre de l'intelligence artificielle. C'est expliquer un petit peu, aujourd'hui, en fait, ils vont chercher les données à droite, à gauche, ils ont des outils qui ne leur correspondent pas, donc il faut déjà passer par une phase, effectivement, où on va améliorer les outils. Ça permet de voir ça. On a fait des formations des membres du CODIR pour effectivement un peu acculturer ce qui s'est passé il y a 25 ans avec l'arrivée du web, etc. Comment ça fonctionne, à quoi ça sert. C'est un outil. Lors de la formation, au début, c'était je passe 2 jours à faire mes fichiers Excel, je vais chercher à droite à gauche des informations. Il faut que je passe aussi dans la tête de Ginette parce qu'il y a quelqu'un qui a l'information. Mais ça, l'IA, elle ne va pas faire grand-chose en fait autour de ça. Donc c'est bien expliquer à quoi ça peut servir. Donc tout ce travail a été fait lors de cette formation d'acculturation. On a le prompting, c'est intéressant parce que c'est très technique, ça fait peur, mais
la formation, ça nous a permis de nous dire, en fait, l'IA, c'est un alternant, c'est un super assistant. Donc, si vous lui expliquez pas ce que vous voulez correctement, il va vous sortir n'importe quoi. Voilà. Donc, déjà, expliquer ça. Donc, le prompting, c'est l'art de formuler, effectivement, mais de parler naturellement, en fait, et normalement, et de manière le plus précis possible, avec un maximum de contexte. Donc, rappeler un petit peu ce que c'est que l'IA, que c'est un outil, que ça va nous apporter des choses et que ça va effectivement pas forcément remplacer tout, parce qu'il faut l'utiliser correctement, il faut le challenger. Voilà, c'est ces choses-là. Et je pense que c'est important, cette partie d'acculturation, de formation, au sein des membres du CODIR, et puis après, on descend un petit peu au niveau des utilisateurs plus généraux. Alors merci à vous cinq, parce que la réponse est assez claire et assez complète, je dirais. Chacun a son point de vue sur ce sujet. J'ai une autre question concernant l'implémentation de l'IA dans une organisation en général, puisque vous avez tous plus ou moins vécu de près ou de loin cette chose. Quels prérequis faut-il ? La question est posée comme ça, mais elle tourne autour de comment prépare-t-on l'arrivée d'une telle technologie, qui va concerner tous les salariés, et y a-t-il cette notion d'évaluation, diagnostic, technique ou humain, qui est nécessaire avant l'arrivée ou avant le déploiement d'une IA comme ça ? Absolument, et je dirais même c'est indispensable de le faire. C'est en fait le déploiement, tout le monde est surexcité par déployer de nouvelles choses, c'est le boom de l'IA, waouh, c'est trop cool, on va pouvoir faire plein de trucs. Et en fait, c'est que la 4e étape du plan, le déploiement. Avant ça, il y a plein de choses qu'il faut faire, et c'est du boulot. Déjà, il faut identifier des cas d'usage. Super important. Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Ensuite, il faut comprendre les normes internes, externes, les contraintes. On est en Europe, pas de chance, ou beaucoup de chance, ça dépend des points de vue. Mais toujours est-il qu'il y a des cadres à respecter, et il y a des règles à respecter. Pareil, on va mettre là-dedans, quel budget vous avez à mettre là-dedans, qu'est-ce qu'on cible, etc. Ensuite, il va falloir construire une feuille de route. Et oui, maintenant, on a identifié les cas d'usage, lesquels on va cibler, lesquels ont le plus de retour sur investissement, qu'est-ce qui vaut le coup d'être mis en place. Et enfin, quand ça c'est fait, on va déployer cette feuille de route. Mais comme vous le voyez, c'est que la 4e étape, et il y a énormément de boulot à faire avant d'y arriver pour éviter les catastrophes. Et c'est très important de pas négliger effectivement autant la partie technique que la partie humaine. Voilà, le nombre d'entreprises qui sont même pas encore digitalisées correctement et qui veulent déjà mettre de l'IA parce que c'est trop cool, c'est colossal. Et là, il faut savoir dire, ok, vous n'avez pas l'architecture, vous n'avez pas la donnée, vous n'avez pas ce qu'il faut pour commencer. Déjà, attendez un peu. Je rebondis parce qu'effectivement, moi, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Déjà poser un petit peu les bases des besoins. Il ne faut pas frustrer les utilisateurs. Donc nous, on est sur Microsoft 365. Et donc nativement, en fait, on a accès à un copilot relativement opérationnel et relativement sécurisé par rapport à un chat GPT. Donc, allez-y, les utilisateurs. Moi, en tant que DSI, je dis allez-y, en fait, il n'y a pas de problème. Et nous, à côté, on essaye de structurer un petit peu cette partie formation, etc. Mais il ne faut effectivement pas frustrer. Mais je te rejoins dans le sens où il faut un peu bâtir les choses. Et j'attends les retours de cas d'usage, de choses concrètes qui me disent ok, on va aller un peu plus loin pour améliorer ton quotidien. Cécile ? Oui, donc évidemment, on voit qu'on est dans cette grande période de transition. Et nous, ce qu'on remarque sur la transformation des métiers, ou en tout cas les entreprises avec lesquelles on échange pour la mise en place de formation, qu'il y a encore une part de doute. Il y a des évolutions, par exemple, sur les assistances téléphoniques, sur les plateformes d'assistance téléphonique, d'à quel point on pousse les réponses via les IA génératives, et puis de qu'est-ce que ça va dire de l'entreprise, et quelle place on laisse à l'humain, à l'échange. Donc ça, il y a beaucoup d'entreprises qui sont encore dans ces interrogations, et du coup... nous, ce qu'on nous demande, par exemple, c'est de former des salariés en interne qui étaient sur des plateformes d'assistance téléphonique pour devenir justement un peu des experts de la data, pouvoir analyser au regard de tout ce qu'ils ont vécu avant, et donc on va les faire avancer là-dessus. Mais en fait, les reskiller à l'intérieur d'une entreprise, c'est très malin, parce que il se donne la possibilité de revenir en arrière, de pouvoir justement garder ses compétences en interne, déjà
de par l'analyse de données, on a besoin d'intelligence humaine, on a besoin de tout ça. Et puis, effectivement, il va y avoir un enjeu de positionnement des entreprises sur quelle place pour l'humain. Donc ça c'est très clair. Et puis, il y a des métiers, effectivement, qui évoluent sur également voilà, tout ce qui est helpdesk, assistance informatique. Et là encore, pour le moment, on ne peut pas se passer des personnes et c'est une très bonne chose. Alors évidemment, en termes de productivité, sur par exemple des métiers comme développeur, on voit, c'est analysé entre 20 et 30% de productivité en plus. Donc c'est très bien, mais ça veut aussi dire que derrière, il y a d'autres besoins, et on parlait des développeurs en IA, donc ça va de toute façon évoluer sur des organisations différentes pour déployer les applications, quoi. Gabriel ou Benjamin? Oui, alors évidemment, déjà, je pense que c'est important de faire un audit de tous les avantages que l'IA peut apporter, des risques aussi, clairement. Et après, à partir de là, il faut faire de la documentation, il faut faire de la communication également pour expliquer justement ces constats-là aux salariés. Il y a aussi deux questions. Alors, moi, j'ai ma casquette recrutement, du coup, on a deux questions. La première, c'est en interne, chez les gens qui sont déjà là, comment est-ce qu'on va les former, comment on va les acculturer à l'usage de l'IA, quels outils, encore une fois, on va leur mettre à disposition. Et la deuxième question, c'est du coup, sur les futurs recrutements qu'on va faire, quelles compétences on va aller rechercher par rapport à ça et comment on va l'évaluer. Voilà. Donc ça, c'est une réflexion qui commence à se mettre en place, mais qui est toujours en cours. Oui, effectivement, à la question stratégie de déploiement d'IA, moi, je pense qu'il est intéressant. Et prérequis. Oui. En fait, ça touche tous les métiers de l'entreprise. Et souvent, on zoome IA, développement, helpdesk, infrastructure, ça touche tous les métiers de l'entreprise. Donc, ça touche toutes les personnes de votre entreprise. Et je reviens dans les 3 premières briques, formation, acculturation, comprendre aussi dans son entreprise ce que fait chaque personne et quelle valeur elle apporte dans l'entreprise. Et naturellement, nous, on l'a fait en interne. On a déployé Do You Speak GenAI. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas les informaticiens qui ont remonté des cas d'usage. Les informaticiens, ils vont vite. Le digital va très vite. Ils apprennent. Ils swappent de technologie presque tous les jours. Mais nos métiers nous ont remonté des cas d'usage. Un des cas d'usage qu'on a vu et qu'on a traité via un agent IA, et pas juste une IA générative, mais avec un besoin métier bien dessiné, on a créé un agent IA, notamment, je vais parler de nos équipes management, sur leur reporting. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des weekly toutes les semaines. On va chercher les données à droite, à gauche, en bas, en haut, et on reconstruit un PowerPoint. Et finalement, ça fait sourire, mais je pense que ça existe dans beaucoup, malheureusement, dans beaucoup d'entreprises. On envoie ça au COMEX et puis ils nous posent plein de questions. Sauf que nous, on a pris tout ce temps-là pour aller chercher les informations, les concaténer dans un PowerPoint. Et on ne réfléchit pas au qu'est-ce qu'on a comme KPI, ou alors on a moins de temps pour y réfléchir. En mettant cet agent IA qui nous a concaténé toutes ces choses, on a travaillé sur le fond, sur la valeur, et on parle beaucoup du bien-être au travail. Je peux vous dire que les managers chez nous, ils se sentent vachement mieux dans leur poste de manager parce qu'ils peuvent travailler sur le fond et pas juste sur la concaténation d'informations et se retrouver en réunion alors des KPI. Voilà. Donc les cas d'usage sont remontés par les utilisateurs, par les métiers. Et ça, c'est hyper important. À travers la formation, à travers la culturation, d'eux-mêmes, ils ont remonté leurs problématiques. Et ensuite, on peut effectivement identifier ces cas d'usage, les prioriser et les déployer dans l'entreprise. Merci. On voit bien là, dans vos témoignages, les uns les autres, que l'IA ne s'implémente pas dans une entreprise comme ça. Et on a évoqué, tout à l'heure, c'est Cécile qui l'a évoqué, il y a un certain nombre de freins et de craintes qui peuvent se mettre en place. En tout cas, avant même que l'IA soit implémentée, il y a beaucoup de gens qui prennent peur ou qui ont une sorte de rejet naturel des technologies d'innovation, tout simplement. Alors, ma question n'est pas redondante, mais on a évoqué un peu ce problème déjà un tout petit peu, mais la question est la suivante. Comment mettons en place, quelle politique mettons en place dans l'entreprise, dans le cadre on va restructurer des équipes, comment accompagne-t-on ces équipes dans vos organisations et qu'est-ce qu'on met en place? Au-delà de la formation, bien évidemment, qui est absolument nécessaire,
Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Est-ce qu'il y a, et s'il y a de formation à ce moment-là, quelles seraient les grandes thématiques pour que les équipes s'approprient l'IA sans crainte? Déjà, je pense que pour démystifier beaucoup de choses, il faut avoir une communication très claire de la part de la DRH. Et nous, on le dit, on le répète à chaque intervention l'IA ne remplacera personne. Au contraire, l'IA, c'est un outil. Enfin, c'est vraiment un outil. Et donc, maîtriser l'IA, c'est une opportunité de monter en compétences. Voilà. D'où tous les programmes de formation, d'où tout ce qui est mis en place actuellement. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et je répète un peu ce que j'ai dit au début, mais aujourd'hui, ce qu'on va vraiment avoir besoin, c'est que les gens fassent preuve de créativité, parce que grâce à l'IA, ils peuvent faire énormément de choses. Donc, on leur met à disposition des outils et on leur donne l'opportunité de proposer des idées, de monter des équipes projets, de les accompagner là-dessus avec les ressources peut-être techniques ou autres dont ils ont besoin. Et donc, c'est aussi une vraie opportunité, non seulement de gagner en compétences, mais aussi de développer de nouvelles missions. Voilà. Et donc, je pense que si on a une communication très claire là-dessus, qu'on explique bien que l'IA est un outil et qu'elle va nous permettre, nous, de nous développer en tant qu'humains, salariés, voilà, déjà, ça donne une vision positive de cet outil. Merci. Quelqu'un d'autre Je rejoins entièrement ce que tu as dit. C'est qu'effectivement, il ne faut pas en avoir peur. Ça ne remplacera pas l'humain. C'est un nouveau compagnon qui va vous répondre à des questions que vous lui avez posées. Pas lui qui va vous poser des questions, qui va vous aider à réfléchir autrement, plus vite, plus haut, et qui va aussi vous accompagner à développer des compétences. Il faut voir ça comme ça. On en a parlé cette semaine, formation, IA, ça change tout en fait aujourd'hui. Il y a quelques années, Internet, en 98, on aurait pu dire « ouais, non, j'ai pas envie d'aller à Internet ». 7 ans plus tard, tout le monde utilise Internet, tout le monde pose des questions à Google, on est obligé de fouiller à droite, à gauche, c'est compliqué, donc on continue à se former avec des organismes de formation. Aujourd'hui, la puissance de l'IA, c'est que vous lui posez une question, en 1 heure de prompt, et peut-être moins, parce que je ne suis pas un spécialiste, vous pouvez construire un cursus de formation, des questions, du test, de la correction. C'est une base, ça ne remplace pas les organismes de formation, mais vous avez développé des compétences, vous avez développé aussi de l'autonomie dans le développement de vos compétences. Donc en fait, vous n'êtes plus, avec tout le respect que je dois avec les organismes de formation et les équipes de formation et RH, vous n'avez plus besoin de passer directement par eux. Vous pouvez aussi aller challenger vos équipes en disant « je me suis formé à l'IA, etc. et je veux voir le côté positif de la chose ». Donc c'est un vrai tremplin. Voyez ça comme un vrai compagnon, un vrai tremplin qui va vous accompagner dans votre évolution et qui ne va pas vous remplacer, justement. Ça va vous aider à aller faire plus et mieux. Et aussi, en fait, au niveau de l'accompagnement au changement, c'est un peu toujours la même chose. Mais ce qui est important, quand même, c'est que la feuille de route, elle soit claire et qu'elle soit disponible et qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'on fait quelle action. Donc, pourquoi est-ce qu'on met de l'IA générative? Est-ce qu'on met effectivement juste de l'IA générative, style un chat GPT interne, ou est-ce qu'on met des agents IA qui ont des fonctionnements un peu autonomes? Est-ce qu'on met des choses très complexes avec des IA qui travaillent entre elles pour essayer de faire certains processus en automatique, mais qui ait un sens à tout ça, qui soit clair, assumé par l'entreprise? Et souvent, il y a un impact sur la pénibilité au travail qui est colossal. Nous, je vous donne un exemple qui parle bien sur les métiers de la vente. Donc, par exemple, ça, on a eu l'occasion d'en accompagner une structure qui vraiment, plateforme où ils passent leur temps à prospecter, etc. Et ils passent vraiment leur temps. J'ai posé la question au début de la matinée, qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Ils m'ont tous parlé de données, de comment aller chercher les choses à droite, à gauche. Le numéro de contact qui n'était pas bon, etc. Il n'y en a aucun qui m'a dit qu'ils ont appelé un client. Aucun. Ils ont passé la matinée. Et alors, c'est intéressant quand on pose... Tout le monde peut avoir une matinée un peu spéciale. Mais quand tu poses la même question à tout le monde et que tu as la même réponse, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Donc, l'idée, c'est que ces gens-là, l'IA, ça leur a vraiment aidé à avoir un turnover vraiment beaucoup moins élevé. Parce que bien sûr que c'est insupportable pour ces gens-là du métier de faire autre chose que leur métier. Donc, l'IA, si vous êtes clair sur la feuille de route de à quoi ça sert et dans quel but vous le mettez, et que c'est sain, bien sûr, et c'est le but, et c'est votre enjeu, quand on comprend pourquoi on fait les choses, il y a une conviction. Et quand il y a de la conviction, les choses sont mises en place et sont adoptées. Alors moi, je vais refaire aussi un point, c'est qu'il ne faut pas mettre de l'IA pour faire de l'IA.
L'IA générative, ça ne sert pas tout le temps, ça ne sert pas à tout, ça ne sert pas à tout le monde. Dans beaucoup de cas, maintenant, les éditeurs de logiciels intègrent des fonctionnalités. Donc, sur un logiciel métier de gestion de candidature à un logement senior, l'IA va être intégrée directement dans le logiciel pour concaténer les informations, donner un résultat, etc. Des choses qui sont faites actuellement manuellement par des personnes qui collectent les informations, etc. Donc, ChatGPT ou Copilot, ça ne me sert pas, en fait, parce que moi, je m'occupe de collecter les informations, de lire les documents, d'échanger avec la personne par téléphone. Voilà. Donc, c'est de se dire aussi qu'il n'y a pas que l'IA générative, ce qu'on entend beaucoup parler, effectivement, toutes ces solutions-là. Il y a aussi les éditeurs logiciels qui évoluent aussi beaucoup et qui vont apporter des choses qui sont vraiment utiles aux utilisateurs. Et ça, c'est aussi, attendons un petit peu de voir ce qui se passe. Consultez vos éditeurs parce que globalement, ils ont des choses qui sont dans les tuyaux, qui vont arriver dans 6 mois, dans 1 an ou demain, qui va vraiment révolutionner la vie des collaborateurs. Oui, c'était juste pour reboucler la boucle. Et puis réagir aussi forcément sur la formation. Nous, ça fait 10 ans qu'on est justement, où notre mission principale, c'est de lever les freins. Donc là, on se retrouve complètement dans notre objectif de base. Et donc, du coup, d'accompagner, de donner confiance et du coup, de créer des espaces dans lesquels on se sente bien, justement, pour pouvoir se tromper, montrer qu'on ne sait pas faire, et que ce soit moins difficile que dans le cadre d'une entreprise. Et on a aussi toute la question, on ne l'a pas encore vraiment abordée, mais du coup, de tout ce que ça dit aussi, l'IA, de l'importance d'équipes techniques qui soient le reflet de la société. Également d'intégrer des femmes dans ces équipes pour tout ce qui concerne les biais, mais aussi des personnes les plus diverses et variées possibles, justement pour représenter la société, donc lever ses biais, mais aussi répondre aux besoins de toute la société. Donc, et pour aller chercher ces personnes, il faut aussi les acculturer et commencer par quelque chose et lever ses premiers freins. Donc là, nous, on sent qu'on a vraiment une place énorme dans cet enjeu, à la fois justement pour créer ce cadre bienveillant pour des personnes qui ont peur, qu'elles soient en entreprise ou pas, et puis également pour répondre à ces enjeux majeurs quelle société on construit et comment on ne reproduit pas et même amplifions pas les stéréotypes, quoi. Voilà. Merci, parce que ça me permet de rebondir sur la prochaine question, alors qui est une question qui est un peu mixte. Il y a deux sujets dans cette question, et vous avez tous présenté jusqu'ici l'IA comme quelque chose de formidable, mais ce qui est tout à fait louable, il n'y a aucun problème là-dessus, je vous rejoins. Et on a parlé des freins et des peurs inconscientes que peuvent avoir des salariés, par exemple, qui voient arriver cette technologie dans leur entreprise. Si tant est que l'entreprise n'est pas technologique au départ, ça peut poser des problèmes. Néanmoins, il y a 2 phénomènes qu'on commence à voir émerger. Le premier, qui est très connu et très identifié, c'est le shadow AI. Le shadow AI, c'est l'utilisation de l'IA à l'insu du milieu professionnel ou de son employeur, puisqu'on a tous ChatGPT sur nos portables. Donc j'aimerais avoir votre avis là-dessus et voir si dans vos entreprises le sujet concerne, et si vous optez plutôt pour une solution qui consiste à laisser l'autonomie aux gens, ne les laisser faire parce que c'est dans leur quotidien, ou alors superviser, mettre en place une gouvernance qui permette de réguler ce genre d'usage. Et ça, ce sera ma première question. Elle est un peu compliquée, ma question aujourd'hui, mais ce sera ma première question. Ma seconde question, c'est quelque chose que je vois aussi beaucoup, parce que je suis des études, l'INRIA, etc., sur la qualité de vie au travail. C'était le sujet de la table ronde précédente. Mais cette notion-là, comment vous la percevez aussi, sachant qu'on est tous plus ou moins techno-enthousiastes, mais on a aussi, l'IA peut aussi engendrer des problématiques au sein d'une entreprise, peut-être le surmenage, les risques psychosociaux, etc. Il y a pas mal d'acteurs dans le domaine entrepreneurial qui commencent à se soucier de ce sujet. On n'a pas beaucoup de recul par rapport à ça, évidemment, puisqu'on n'a pas encore... mais
c'est quelque chose qui, parfois, même inquiète les partenaires sociaux, s'il y en a, etc. Donc j'aimerais avoir votre avis, votre réponse sur les deux questions qui sont distinctes, malgré tout, et qui pourraient être aussi liées. Allez, je me lance. Ça va pas être très Le glamour, Shadow AI. mais AI, bon, bah, voilà, moi, ce que j'ai fait, c'est effectivement de laisser un outil qui était disponible. Globalement, j'ai pas une population de geeks qui se jettent sur les nouvelles technos, etc. Il faut surtout les pousser, leur montrer à quoi ça sert, etc. Sur le contexte des seigneuriales, c'est plus que ce que je vis au quotidien. Donc, on va se dire que sur cette problématique-là, Shadow AI, c'est plutôt cool. Voilà. Parce que c'est pas forcément des geeks qui Non. utilisent Non, mais bien sûr. qui font du Shadow AI. Mais- Au contraire, c'est plutôt le commun Mais des mortels. globalement, C'est- ils savent même, enfin, ils en entendent parler à la télé, mais ils ont jamais spécialement utilisé au quotidien, même pour eux, etc. Donc c'est plutôt effectivement de démocratiser, de montrer ce à quoi ça peut servir, mon job. Après, ben, effectivement, sur cette partie un peu plus de perte de confiance, de se dire qu'est-ce qui va se passer, ben, effectivement, là, nous, on est dans un contexte de réduction d'effectifs. Je vois mon collègue qui part, on me parle d'AI. Ben, là, le job, il est justement d'accompagner tranquillement, sans me dire, bah, tiens, voilà, tu récupères du travail en plus, mais on va te mettre de l'AI, ça va être génial. Il faut y aller tranquillement, il faut expliquer ce que ça peut apporter, il faut déjà leur reprendre. Ça permet de revoir aussi des cas comme ça de restructuration. Ça permet de voir les process d'entreprise en profondeur. Donc ça permet effectivement de voir où il y a des problématiques actuellement de personnes qui font des tâches qui sont effectivement longues, rébarbatives. Et donc là où on peut leur apporter, moi avec mes équipes à l'IT, ben, essayer de leur simplifier la vie sur de l'utilisation des outils plus classiques, avec des petites formations diverses, et aussi de temps en temps des petits plugs sur de l'AI, des petits prompts. Bah, tiens, regarde, on fait des études d'implantation des résidences quand on a des projets. Ils vont sur le site de l'INSEE chercher des chiffres, ils vont chercher, etc. Ils collectent un petit peu tout ça. Bon, on leur dit, tiens, regarde, on est en diminution d'effectifs, on a un peu moins de dossiers, mais regarde ce que tu peux faire, peut-être si tu poses correctement la bonne question et aller collecter, t'avancer un petit peu dans ton travail. Il faut y aller tranquillement, je pense. Alors, je vais commencer par le sujet du Shadow AI. C'est celui qui me parle le plus parce que c'est celui où on a un peu plus de vécu qu'effectivement l'autre sujet qui est hyper intéressant, qui est un vrai sujet d'ailleurs, mais assez actuel. Donc le Shadow AI, c'est le fait d'utiliser une IA qui n'est pas interne à votre entreprise et vous n'avez pas validé du tout son usage. Très dangereux pour vos données. Sans le savoir, vous n'êtes pas en conformité, donc il y a danger. Bon, à partir de là, il y a plusieurs typologies d'entreprises qui ont plusieurs avis sur la question. Il y en a certaines, on a très très peur de ça, on interdit tout. Super, vous êtes les champions pour avoir du Shadow AI, c'est la meilleure manière d'en avoir. Parce que c'est un outil qui est déjà démocratisé quand même, par beaucoup, qui est sur le téléphone et qui est littéralement à disposition tellement facilement que pourquoi est-ce qu'on ne l'utiliserait pas, en fait. Donc, si vous n'avez pas les collaborateurs qui acceptent l'interdiction, ce qui n'est jamais le cas, ils vont se tourner vers des alternatives. Second cas d'usage, celui qui est bien, c'est de l'autoriser, mais de manière encadrée. Alors, bien, oui, mais ça dépend de comment on l'encadre. Parce qu'il y a beaucoup, ça c'est surtout dans les grosses structures, si vous implantez une IA en interne, j'ai entendu, il y a aussi cette question qu'il faut vraiment réfléchir, il faut la penser. Quel est le coût personnel de la personne pour qu'elle fasse l'effort d'obtenir cette solution-là? C'est-à-dire que s'il faut passer par la DSI, faire 10 demandes pour pouvoir avoir accès à votre outil, là aussi, on n'est pas sur le bon cadrage. Parce qu'il y a certaines fois tellement de processus de validation que c'est compliqué. Et pareil, ils vont se tourner vers des solutions de Shadow AI parce que le coût en termes d'effort est moins élevé. Donc il y a cette question-là de oui, il faut cadrer. C'est super important pour vos données, pour être conforme. En fait, on n'a même pas le choix. Mais par contre, il faut le faire de la bonne manière pour que les collaborateurs utilisent vos solutions. Donc très important.
La seconde question, plutôt sur la partie... oui, et après, on peut aussi laisser libre cours à tout, mais ça, c'est pas bon. Hein, mais bon, j'imagine que vous le savez. Sur la seconde question, j'ai entendu parler de ça, en fait, en début de semaine. Ce risque psychologique, il y a certains domaines où, effectivement, surtout la partie support, eh bien, quand l'IA s'occupe des sujets faciles à traiter, parce que c'est ça. Aujourd'hui, le but du jeu, c'est dans les sujets d'automatisation des fonctions support, c'est on résout les petits problèmes. Donc, il ne reste plus que les gros problèmes. Et si jamais on est en partie stratégie de réduction d'effectifs, super, ça veut dire que maintenant, vous avez la même charge de travail, entre guillemets. Par contre, vous vous occupez que des problèmes majeurs, stratégiques, où il y a beaucoup de pression et il y a d'énormes sujets psychologiques. Et effectivement, personnellement, je n'ai pas eu beaucoup encore de retours et de recul alors que j'implante l'IA en entreprise. Et c'est très, très variable. Sur les fonctions support, c'est un vrai sujet. Dans d'autres, au contraire, il y a vraiment cette sensation que, comme tu l'as vécu, les managers qui sont beaucoup plus contents de ne pas avoir à faire les tâches embêtantes. Mais quand la tâche embêtante, c'est la tâche stratégique que l'IA ne peut pas faire, là, il y a danger. Voilà. Donc oui, il y a un point d'attention à faire, faites très attention à ça. Et pour l'instant, c'est du cas par cas. Oui, vous avez bien résumé là, toute la question des données, etc. Et justement des risques sur tout ce qui n'est pas encadré. Il y a aussi une autre dimension qui est quand même importante à signaler, c'est aussi l'impact environnemental. Et donc là, on voit aussi qu'énormément de gens dans les sociétés se saisissent et vont lancer leur IA pour un compte-rendu qu'ils ne reliront absolument jamais, générer une image qui finalement, pareil, n'a pas vraiment de plus-value extraordinaire. Et donc, en même temps qu'on se dit tout ça, nous, on a vraiment un rôle majeur aussi d'accompagnement et de sensibilisation à ces enjeux, parce que, voilà, quand même, on voudrait bien garder cette planète. Donc je voulais juste appuyer là-dessus. Et puis sur ce qu'on s'est dit, effectivement, hein, on est dans cet enjeu-là de la variété des tâches. On n'a pas forcément non plus encore de recul là-dessus, hein, parce qu'on peut se dire que sur une journée, il y avait aussi des tâches qui étaient un peu, on redescend en pression, on avance, etc. Et si on n'est plus que sur des sujets à grands enjeux, hyper anxiogènes, voilà, c'est sûr que ça va être compliqué et que c'est des choses qu'il faut accompagner. Juste, je vais vous laisser la parole, pardon. Mais ma question portait beaucoup, la seconde partie de ma question portait beaucoup sur cette idée que l'IA fait gagner du temps, des performances. Donc, par exemple, dans le domaine commercial, moi j'ai aussi aidé des entreprises à développer des outils IA pour les commerciaux, pour la prospection commerciale. Ça leur fait gagner 20% du temps. La problématique derrière qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces 20%? Et c'est là aussi où les questions sociales reviennent sur la table. Et on va retomber dans cette notion de charge de travail, de performance, etc. Mais voilà, mais je vous laisse la suite. Pardon. Qu'est-ce qu'on fait du temps? On libère de la créativité. C'est vrai, c'est intéressant dans une entreprise d'avoir une stratégie, d'être guidé vers un point A, un point B à court, moyen, long terme, d'être dans un TGV, et puis on vous fait gagner 20% de temps. Libérer de la créativité. Formez-vous, avancez différemment. Moi, je pense que c'est ça. Je rebondis sur l'impact sociétal quand même. Oui, ça va automatiser, oui, ça fait peur, et on est plutôt positif, je trouve, dans nos échanges. C'est ce que je constatais, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est important. Finalement, c'est un peu un Covid bis. On a envoyé, je ne vais pas dire ça comme ça. Le télétravail est apparu, parce qu'on ne pouvait plus se déplacer, on était tous isolés. Les équipes RH se sont adaptées à accompagner les gens qui pouvaient être en isolement chez eux. Utiliser l'IA, ça peut faire gagner du temps et ça peut faire aussi libérer de la créativité, mais faire tourner en rond des gens. C'est aussi une entreprise à s'adapter sur un nouvel accompagnement RH, sur justement l'isolement, la connectivité. On voit des entreprises qui reviennent en arrière sur le télétravail. C'est aussi pour tisser du lien auprès de ces équipes. Et donc, on s'adaptera sur ce point-là d'isolement. Je rebondis aussi, soyons vigilants. Je faisais tout à l'heure avec mon portable ça. Dans les entreprises, on a le droit à la déconnexion. N'oublions pas, rappelons aussi, oui, on vous met à disposition des outils, une IA qui peut être sur votre PC, sur votre portable. Vous avez le droit aussi de ne pas l'utiliser.
ce que tu disais tout à l'heure, si vous n'avez pas envie de l'utiliser aujourd'hui, c'est pas grave. Hein. Personne va vous dire alors combien de temps tu as fait d'IA aujourd'hui. C'est important. Ou alors l'entreprise, elle va peut-être pas très bien, il faudrait peut-être l'accompagner d'une manière différente. Mais vous avez le droit de pas l'utiliser aussi. C'est pas une obligation. On en parle beaucoup. Mais voilà, une des compétences en IA, c'est aussi de pas l'utiliser. C'est aussi de dire aujourd'hui non. Gabriel? Oui, alors, pour le coup, mon témoignage sur cette question va être un peu un cas particulier, je pense, parce que du coup, bon, OVH Cloud, nous, depuis la création, ça a été le fer de lance de la souveraineté des données. Donc, en fait, on a une population qui, de base, est déjà très sensible sur la question de la sécurité des données, de la confidentialité, etc. Donc, même avant qu'on utilise largement l'IA, on était déjà très sensibilisés sur ces questions-là. Donc, voilà, j'ai pas de chiffres, mais au début, effectivement, les outils qu'on a cités, on a plutôt une population qui était méfiante sur les outils grand public. Par contre, évidemment, c'est pour ça que très vite a été mis en place un outil interne donc, qui a été certifié par l'entreprise, que celui-là, on a été encouragé à utiliser parce qu'on nous a bien expliqué que voilà, toutes les normes étaient bien respectées, enfin, en tout cas nos normes d'entreprise. Donc ça, voilà, la première question. Voilà. Deuxième question, c'est pareil, on a un peu un cas particulier. Nous, on est un hébergeur de données. L'IA, pour fonctionner, ça a besoin de bases de données. Donc, pour le coup, nous, on est plutôt en croissance. Voilà, c'est plutôt une opportunité à ce moment-là. Et un fleuron français. Merci. Donc, alors oui, les métiers vont évoluer, hein, ça évidemment, mais pour le coup, ça ouvre aussi plein d'autres opportunités, d'où effectivement la mobilité interne, d'où les textes de formation qu'on fait en interne. Enfin, voilà. Merci beaucoup. Il nous reste très peu de temps, donc je vais terminer par la question fondamentale de cette table ronde. Aujourd'hui, en 2025, peut-on se passer d'IA? Je vais vous demander une réponse la plus courte possible à chacun et vous remercier d'être venu. On l'a un petit peu dit tout le long du fil, donc c'est un peu revenir à peut-on aujourd'hui se passer d'un ordinateur par rapport à ce qu'on a évoqué jusqu'ici. Et puis par contre, c'est se rappeler exactement ce que tu disais, qu'une intelligence artificielle, c'est une intelligence qui est entraînée et que nous-mêmes, il ne faut pas oublier d'entraîner notre cerveau et effectivement de faire off de temps en temps et de reconstruire les choses, d'être créatif et de se rappeler comment on pose les choses avant de tout de suite appuyer sur le bouton et vraiment faire fonctionner nos cerveaux, quoi. Merci. Je pense que oui, tout a été dit. Peut-on se passer de compétences IA? Tu l'as dit, on ne peut pas se passer d'ordinateur, de téléphone mobile, voilà. Maintenant, il faut la réguler, il ne faut pas en avoir peur. Ça ne remplacera pas votre job, ça va vous aider au quotidien. Et si vous avez aussi besoin de développer vos compétences, l'État a mis à disposition des ambassadeurs IA qui s'appellent les OSEIA, qui peuvent être à votre disposition pour répondre, échanger, etc. et développer vos compétences. Et l'Occitanie, on a le plus grand nombre d'ambassadeurs, donc on peut se féliciter, on est en avance pour le coup. Donc soyons fiers d'être en Occitanie et vous pouvez vous adresser à ces ambassadeurs pour développer vos compétences. Merci. Gabriel. Voilà, alors sans surprise, effectivement, je vais dire que non, on ne peut pas s'en passer, mais au-delà de l'usage de l'IA, vraiment ce qui va être clé, c'est la compétence à comprendre de manière globale comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a derrière l'IA, et avoir un esprit critique aussi sur l'IA et les résultats qu'elle nous donne. C'est vraiment ça, je pense, aujourd'hui que les entreprises vont aller rechercher. Merci Gabriel. Nicolas? Alors étonnamment, je vais avoir un discours un tout petit peu différent. Bon, pourtant, c'est mon métier d'implémenter de l'IA, donc bien sûr que j'ai envie de vous dire que c'est indispensable. Ça va être indispensable. C'est la seule petite distinction. Aujourd'hui, bien sûr que vous pouvez travailler sans IA encore. Enfin, vous pouvez le faire. Il y a beaucoup d'entreprises qui le font. Voilà, très bien. Et dans les 3 ans à venir, ok, pas toutes les entreprises vont être à la pointe là-dessus. Les 5 ans, probablement pas non plus. Mais par contre, dans 10-15 ans, c'est inévitable. C'est-à-dire que lorsqu'on a eu les tracteurs qui sont apparus, les gens qui labouraient le sol avec une charrue, ils l'ont fait encore un petit peu. Ils ne sont pas tous d'un seul coup achetés des tracteurs. Mais par contre, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui met la charrue avant les bœufs. Donc, la réponse, c'est oui, ça va être indispensable. Formez-vous maintenant, c'est important. Et faites le nécessaire dans les entreprises maintenant parce qu'il ne faut pas attendre que ça vous tombe dessus. Merci Nicolas. Bon,
Tout a été dit. Non, globalement, effectivement, accompagnons les utilisateurs, nous aussi, savoir ce à quoi ça sert. Il faut garder son self-control et sa capacité d'interagir. Il faut savoir ce qu'il en est. C'est comme les réseaux sociaux. Quand on voit ce qui s'est passé cet été avec les réseaux sociaux, où une personne est décédée avec 500 000 personnes qui regardaient, on se dit qu'il y a un biais, il y a eu un travers quelque part. On ne l'a pas adopté en fait collectivement. Là, c'est exactement la même chose, je pense. Merci à tous les 5. Merci pour votre expertise et très bonne journée à vous.